Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence d'actualité intitulée Observatoire de la parité, un levier pour rendre les collectivités exemplaires. Donc, webconférence organisée par VK en partenariat avec l'association Dirigeantes et Territoires. Donc, comme d'habitude, une webconférence interactive, vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent. Je vous rappelle, c'est l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et donc, l'idée, c'est de les prendre tout au long de cette webconférence. Donc, intitulé, comme je vous disais, Observatoire de la parité, qui a été mis en place par l'association Dirigeantes et Territoires. Bon, on va vous détailler ça d'ici peu. Mais l'idée vraiment de cette webconférence, c'est de présenter cet observatoire. Bon, les chiffres qui compilent et qui met en perspective, si je puis dire, les préconisations qu'il en tire, et ça va jusqu'à même à créer des outils. C'est pour ça qu'un peu de façon ambitieuse, on a intitulé cette webconférence un levier pour rendre les collectivités exemplaires. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aider les collectivités, et plus particulièrement les services RH, à effectivement améliorer leur politique en la matière. Donc, je vous présente tout de suite nos deux intervenantes. Tout d'abord, Stéphanie Portier, directrice générale déléguée à la qualité des services et à la population de la ville et la métropole de Montpellier. Et vous êtes vice-présidente de Dirigeantes et Territoires, déléguée justement à cet observatoire de la parité. Et Ambre El Haddad, directrice de projets transversaux à la DGA Écologie et Cadre de vie de la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise, et vous êtes membre du conseil d'administration de Dirigeantes et Territoires et du groupe de travail de l'Observatoire. Donc, je vais donner peut-être la parole tout de suite à Stéphanie Portier, qui va, je pense que beaucoup de gens connaissent Dirigeantes et Territoires, mais sait-on, s'il y en a quelques-uns qui ne la connaissent pas encore, représenter en quelques mots l'association, et après la raison d'être de l'Observatoire, bon, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui est monté en puissance. Et vraiment, moi je vous l'ai dit vraiment en 2-3 mots, vraiment sa vocation. Et après, on rentrera dans le détail des données et des préconisations. Stéphanie, je vous donne la parole. Donc, tout d'abord, pour présenter un peu plus Dirigeantes et Territoires. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, en quelques mots, l'association est quand même encore relativement récente puisqu'elle est née en 2020 et elle a, bien évidemment pour objectif de promouvoir la parité et donc surtout au poste de dirigeants et dirigeantes des collectivités pour tendre vers l'égalité. Donc en quelques mots, on propose des actions de marrainage. On met l'accent aussi beaucoup sur, les rencontres entre adhérents et adhérentes, toutes les questions de réseautage. On propose aussi des portraits. L'idée, c'est de valoriser, les modèles, féminins et de les faire connaître et de les rendre visibles. On a également, bien sûr, une action de lobbying ou du moins de contribution et de prise de position au niveau, national sur des projets de texte ou auprès du ministère, notamment de la fonction publique. Et enfin, on a effectivement créé une action, assez importante d'observatoire de la parité et aujourd'hui, on a, plus de 300 adhérents et adhérentes et plus de 8 000 abonnés, sur le réseau social, LinkedIn. Peut-être donc pour dire quelques mots sur, l'observatoire, donc L'Observatoire, oui. il est né en 2022. En fait, on est parti du constat que, il n'y avait pas de centralisation des données. Dès que vous regardez des questions, toutes les questions liées, à l'égalité, vous avez pas mal d'informations sur différentes sources et différents sites internet, mais Mais très rien ne éparse. centralise Ouais. tout. Voilà, Mm. c'est Mm. très éparse et puis ce qu'on a aussi constaté, c'est que malheureusement, ça n'était pas actualisé régulièrement ou alors pas systématiquement. Mm. C'est fait à un instant T et ça n'est pas reproduit, derrière. Donc pour arriver à consolider des données, on s'est rapproché de partenaires, donc de beaucoup d'associations professionnelles et d'associations d'élus. Et c'est ainsi qu'on a pu publier nos premières données en 2022. Après, on s'est structuré au sein de l'association. On a créé en 2023 un groupe de travail et on s'est fixé des objectifs stratégiques. On a défini qu'est-ce que pourrait être pour nous l'outil de l'observatoire de manière plus précise. Et en 2024, on a conclu un mécénat de compétences avec Reliance dans le cadre du partenariat entre l'association et Reliance. Et grâce à ce mécénat de compétences, on a pu proposer un outil très complet, beaucoup plus professionnel et accessible numériquement. Et justement, sur les données qui existent en partie, on sait que chaque année, il y a ce fameux rapport annuel de la DGAFP, qui est quand même une compilation d'énormément de chiffres et qui sont même des fois déclinés dans le reste de l'année. Là, il y a des éléments, mais pas tant que ça finalement.
parce qu'on a l'impression que c'est un peu la Bible quand même sur la fonction publique. La Non, vous Bible, avez façon de raison, parler. oui, non, mais vous avez raison, c'est un des documents qui, Mm, centralise le plus d'informations. mm, Cependant, il y a eu des réorganisations donc au niveau, de l'administration centrale et il y a eu des transferts de missions entre, DGAFP et Diez et à partir de ce moment-là, vous pourrez regarder en ligne, hein, mais le rapport n'a plus, eu, tout à fait la même composition. Il a été réduit et on a carrément eu une année blanche où nous n'avons pas eu de données. Donc oui, mm. vous avez raison, fut un temps, c'était la Bible et encore que ça n'était pas totalement exhaustif, mais dans la durée, on a des difficultés à l'avoir, de manière, je dirais par exemple tous les mois de juin, c'est pas le cas, on l'a de manière un petit peu plus erratique, donc c'est pas suffisant aujourd'hui. Je peux me permettre de compléter aussi, Bien sûr. la problématique, c'est que les indicateurs aussi qui sont, récoltés par les collectivités, centralisés par les centres de gestion au sein des rapports Mm, socio-uniques, sont pas nécessairement exploités par la DGAFP. Donc on a aussi, voilà cette division entre, la fonction publique territoriale et les moyens de collecte de données au niveau de la fonction publique d'État qui, ne facilite pas les choses. mm. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, on va découper ça en trois séquences. Donc, une première sur ce fameux plafond de verre. Je n'en dirai pas plus pour l'instant parce qu'on va vous poser une question sondage là-dessus. Donc, je ne veux pas vous donner trop d'éléments de réponse. Un second temps qui serait plus sur toutes les inégalités professionnelles et notamment gros morceau sur les écarts de rémunération et j'ai envie de dire les inégalités de rémunération et, également les différences entre niveaux de collectivité et, donc j'en oublie, mais on verra ça dans le déroulé. Je vous pose donc cette première question sondage avant de rentrer sur la sur les emplois on va voir emplois de direction et ce fameux plafond de verre. Donc, ma question, et elle va a priori s'afficher à l'écran. Voilà. Quelle est la part de femmes DGS dans les collectivités de plus de 40 000 habitants? Donc, quatre réponses possibles. 16%, 24%, 31%, 39%. Donc, évidemment, une seule réponse possible. Donc, vous répondez, on va démarrer, mais dès que j'ai les résultats, je vous les donnerai. Donc, Stéphanie, je vous redonne la parole sur le, ce fameux plafond de verre et de voir si effectivement, on va pouvoir donner le résultat, hein, parce que, si les gens continuent à voter, là, je suis embêté là. Non, les résultats. On va dire que le vote n'est plus possible. Là, je vois les résultats qui sont en train d'arriver. Donc, on peut. Mais de voir effectivement, que je trouve toujours impressionnant, quand on commence par les chiffres des catégories A+, les postes de direction générale et enfin les postes de DGS. Et de voir effectivement l'importance de cette décroissance, j'ai envie de dire. Mais tout à fait, c'est, le travail effectivement qu'on a conduit au sein de l'observatoire. Ce qu'on a constaté, parce que souvent on nous dit: «Bah oui, mais il y a pas de femmes TGS parce que, il y a pas de femmes en fait au poste de cadre et cetera qui auraient les compétences» et en fait, c'est une idée reçue puisque ce que l'on voit, c'est que parmi, les agents de catégorie A, 69 d'entre eux sont des femmes. Donc on voit qu'on a quand même déjà un vivier important dans la catégorie A. Quand on arrive dans la catégorie A+, on a encore 53 de femmes. Donc on se dit que là encore, c'est quand même pas neutre et c'est plus que la moitié. En revanche, dès qu'on arrive au poste de dirigeant, alors tout poste confondu, DGS, DGA et DGST, on tombe à 35 et dès lors qu'on regarde, les postes de DGS, donc ceux qui sont soumis, au dispositif de nomination équilibrée, c'est-à-dire les collectivités de plus de 40 000 habitants, là, ça chute à 24 donc nous, ça nous a permis d'analyser et de démontrer que le plafond de verre était bien multifactoriel, que c'était tous les phénomènes de stéréotypes de genre, de représentation du pouvoir encore avec des représentations masculines, cette culture du présentéisme, le fait aussi que les femmes osent moins, réseautent moins. Pour nous, voilà, ce sont ces éléments-là aussi, qui, et avant tout, qui expliquent qu'il n'y ait que 24 de femmes DGS, à ce stade. Alors, je vais peut-être vous donner le chiffre, ça bouge un peu, mais comme je vous dis, ils peuvent plus voter. Quand même, il y a quand même une majorité,
Alors, je sais pas, ils vous lisent, c'est vrai, vous communiquez beaucoup, on voit beaucoup les chiffres sur LinkedIn notamment, donc quand même une majorité, qui sait qu'effectivement c'est 24 60. C'est compliqué de parler de pourcentage pour, parler de pourcentage. Donc c'est 63 qui ont la bonne réponse de 24 32 pensent que c'est 16. Donc, vous voyez, des gens. Donc, la situation n'est pas extraordinaire, mais bon, elle n'est pas aussi catastrophique que ça. 31%, bon, là, personne n'a répondu. Et sur 39%, 5%. Donc, je ne sais pas si vous voulez un petit commentaire. Moi, le principal que je vois, c'est quand même que votre communication est efficace et qu'il y a une part de gens qui pensent que la situation est encore pire que ce qu'elle n'est en réalité. Oui, je pense que vous avez bien résumé, les résultats, du sondage. Mmh. Ce qui est intéressant après, voilà, c'est qu'on puisse aussi, distinguer, le poste de DG dont on parle parce que là aussi, quand on donne un chiffre global, on se rend compte que les réalités sont, assez Bien sûr. contrastées, en réalité. Mmh. On continue peut-être sur le déroulé des chiffres. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce qu'on Ouais, vient d'indiquer. Peut-être effectivement la diapo suivante nous permettait de vous, voilà, montrer la part de femmes, selon le type de poste occupé. Donc ce que l'on peut constater, c'est que, aujourd'hui, majoritairement, les femmes sont considérées comme de bons numéros 2, puisque ce sont sur les postes de DGA que les femmes sont le plus représentées à 47. Ce que l'on a pu observer sans pour autant pouvoir l'expliquer complètement, c'est une récente progression en ce qui concerne les postes de DGST. On parle de chiffres faibles puisque ce sont, des postes où les femmes sont, le moins représentées, étaient le moins représentées, mais on l'observe entre 2021 et 2023, on est passé de 20 de femmes à 27 de femmes chez les DGST et surtout donc, sur une quand même filière très masculine en plus. masculine, tout à fait, Ouais. exactement. Et donc voilà, il y a quand même une progression, de ce point de vue-là. Alors on le voit, la filière est masculine, nécessairement les formations d'origine sont beaucoup plus suivies par des hommes et donc ça se répercute sur les concours et sur les postes bien évidemment. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce sont bien sûr les postes de DGS où les femmes, sont le moins représentées. Mmh. Oui, parce que de prime abord, moi j'aurais cru qu'il y avait plus de femmes DGS que de femmes, DGST. Mais jusqu'à, 2022, c'était le Oui, cas c'était le puisque cas, ouais. voilà, vous Mmh. voyez, c'était Mmh. légèrement, Ouais. Mmh. supérieur, mais, ça s'est inversé légèrement depuis, 2023 et on n'a encore pas de données consolidées bien Mmh. sûr, pour 2024. Mmh. Alors, ensuite, oui, on voit des grosses différences, hein, selon les catégories de collectivités. On voit des bons et des mauvais, voire très mauvais élèves, hein. Mais en fait, il y a une forme de paradoxe parce que ce que l'on peut Mmh. constater, c'est que les régions donc aujourd'hui, c'est, l'échelon qui a le moins d'effectifs, hein, par rapport aux autres collectivités Mmh. puisque 7 des effectifs des collectivités, sont situés au niveau des régions. Il y a moins de femmes, que dans la moyenne de la fonction publique territoriale. Là aussi, hein, ça s'explique, Mmh. par l'histoire. Mais pour autant, c'est, la le strate de collectivité qui a le plus fort taux de féminisation des postes de DG avec un peu plus de 35 de femmes DGS au niveau des régions. Et à l'inverse, les départements, qui ont quand même une part importante, des effectifs des collectivités, 20 qui ont plus de femmes, hein, là aussi de par, les compétences des départements, on voit qu'il y a plus de femmes, puisqu'il y a 65 de femmes en département et pour autant, c'est, aujourd'hui l'échelon qui a le taux de féminisation des postes de DGS le plus faible puisqu'on est à même pas 13. Au Et le niveau des mode de scrutin, excusez-moi, je vous interromps, mais sur les départements qui étaient aussi aux côtés des élus, qui étaient aussi de très mauvais élèves, c'est vrai que le mode de scrutin a quand même pas corrigés. mal changé les choses, même si, bon, de très loin quand même, on a plus d'hommes présidents, hein. Mais c'est vrai que ça a amélioré un peu les choses. Mais bon, ça n'a pas suivi au niveau des directions générales, hein. C'est ça, on va dire au niveau des Mmh. hémicycles, pourquoi pas, on Voilà. l'observe. On voit aussi que Mmh. les délégations, il y a des répartitions encore assez genrées, Mmh. entre les femmes et les hommes, mais et un exécutif majoritairement masculin. Mais en effet, il y a quand même une nette progression, au niveau des exécutifs.
Pour autant, juste pour conclure sur les comparaisons, au niveau commune interco, là, on parle bien évidemment d'un nombre de collectivités très important, donc la réalité est quand même, très variable selon, les strates. Ce qu'on a pu nous constater, c'est que plus la taille de la commune est petite, plus on trouve des femmes au poste de DGS. À l'inverse, plus elles sont importantes, moins, on trouve de femmes et moins l'effectif est féminisé. Alors que le bloc communal et intercommunal regroupe quand même 73 des effectifs des collectivités et ce qu'on a pu aussi voir, c'est que les métropoles, ont un effectif moins féminisé que les autres, communes interco, 38, et que les postes de DGS sont majoritairement occupés par des hommes. Et oui, oui, parce que c'est très décevant aussi sur les intercos quand même, les chiffres, hein. Oui, tout à fait. Donc Mmh, là encore, ce qu'on a pu regarder, c'est, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est, les compétences historiques des collectivités qui font appel à des filières qui sont aujourd'hui, la représentation des femmes et des hommes dans les filières sont très genrées. Les femmes sont fortement spécialisées et concentrées, mmh. finalement sur, peu de métiers, hein, 5 métiers qui concentrent, 90 de femmes et donc ça explique aussi, les constats, par, collectivité et après ce qui est important, c'est ce que vous disiez, c'est le volontarisme politique. Est-ce que Mmh. les collectivités, portent ou non une démarche volontariste pour féminiser, l'encadrement et a fortiori, les postes de dirigeants et dirigeantes? Et préconisations par rapport à tous ces constats? Tout à fait. Alors déjà, c'est Mmh, nos préconisations, on a essayé de mettre en œuvre des solutions, hein. Là, c'est pour ça que l'association, met en place, du marrainage, des portraits, des actions de réseau. Parce qu'accéder à des postes de dirigeants et dirigeantes, ça passe beaucoup par le réseau. Donc on essaie vraiment d'y répondre par les actions de notre association. Et après, au niveau des collectivités, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ce qu'on constate, c'est la rédaction des fiches de poste. On a encore aujourd'hui beaucoup de stéréotypes de genre dans les profils de poste, pas assez de termes épicènes qui permettent aux femmes et aux hommes de se sentir concernés. Il est vraiment important de bien préciser à chaque fois qu'on cherche femmes et hommes pour ces postes-là. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que dès lors que vous parlez de poste de dirigeant, souvent, le descriptif peut être dissuasif parce qu'on va vous demander de savoir décider, d'être très disponible, etc. Et ça, c'est des mmh. choses qui peuvent aussi bloquer les femmes et ne pas leur permettre d'oser de postuler. Et ce qu'on a aussi observé, c'est que des collectivités avaient mis en œuvre des, actions proactives. Alors, c'est vrai qu'on est là beaucoup plus sur des collectivités de grandes strates. C'est plus compliqué pour les plus petites collectivités, mais pour moi, elles doivent être exemplaires. Et donc, certaines développent du mentorat, du coaching spécifiquement dédié aux femmes. Et Paris a mis en place un programme, par exemple Paris Pluriel, où il y a des actions de coaching, de mentorat et d'appui au réseau en interne. Donc, les collectivités ne sont pas dépourvues de leviers d'action. Il y a des guides aussi qui existent, comme, le guide du défenseur des droits pour agir contre les discriminations et le harcèlement. C'est quand même un outil qui peut être intéressant aujourd'hui pour ces politiques-là. Et le dernier point et non des moindres, pour nous, c'est aussi la question de la sensibilisation et de la formation des élus et ça passe aussi beaucoup par l'action, des associations d'élus et donc en période de renouvellement, des hémicycles, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est, à actionner, assez rapidement en début de mandat. Juste pour souligner quand même un petit paradoxe, c'est que là, vous citiez plus les grandes collectivités qui, par essence, ont plus de moyens et d'outils, spécifiques, vous les avez décrits un peu et c'est là où finalement les résultats sont moins bons, comme vous avez souligné. Tout à fait. En fait, ce qu'on Mmh, constate, c'est un peu le phénomène et c'est pour ça qu'il y a eu tout le travail sur les postes de secrétaire de mairie. Voilà, en mairie, dès lors que le travail va être plus polyvalent, plus en proximité et cetera, on constate que beaucoup de femmes, prennent ces fonctions-là et qu'en effet, dès lors que vous êtes sur une fonction de DGS avec, beaucoup d'agents, un encadrement important, eh bien, effectivement, on observe qu'il y a moins de femmes à ces postes-là en proportion au niveau des collectivités. peut-être un mot rapide sur le marrainage. C'est vrai que c'est la deuxième fois que vous le citez. Je sais que c'est une des spécificités de Dirigeantes et Territoires avec, un certain succès. Est-ce que vous pouvez nous, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, nous dire en 2-3 mots en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Donc, on se garde bien de proposer du coaching. C'est absolument pas la Mmh, vocation du marrainage, hein. Le marrainage, c'est vraiment de pouvoir échanger entre pairs. Donc, on veille à constituer des binômes équilibrés. Donc, au moment où on prend une adhésion, on remplit un formulaire qui indique si oui ou non on veut faire l'objet d'une action de marrainage ou si on veut être marraine ou filleule. Et à partir de ce moment-là, donc c'est quelque chose qui dure 6 mois. Donc, il y a une charte, il y a vraiment toute une démarche qu'on a améliorée au fil du temps et ça
permet aux personnes d'échanger régulièrement. Donc chacune met en place quelque chose qui correspond aux attentes et aux besoins de l'une et de l'autre. Donc c'est vraiment un temps d'échange entre pairs, de ne pas se sentir seul, d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager ses réalités professionnelles. Et ça peut être pour différents motifs. Certaines le font parce qu'elles sont en prise de poste, d'autres parce qu'elles se questionnent sur leur parcours, d'autres parce qu'elles hésitent à passer un concours ou un examen professionnel. Et donc, c'est à ce moment-là, on constitue un binôme où on veille à ce que puisse y avoir des éléments de réponse par les échanges qui seront mis en place. Et ça fonctionne, vous avez plutôt de bons résultats, hein? Oui, ça fonctionne bien. On a Mmh, des témoignages assez réguliers et ça convient bien aux mmh, adhérentes. Et là, on a doublé le nombre de personnes ayant bénéficié de l'action de marrainage cette année en 2025, par exemple. d'accord. Là, on va passer aux données sur les inégalités professionnelles. Donc ça, je crois que c'est Oui, Ambre qui je va vais nous faire prendre un la petit suite. focus sur les écarts. Et avant de vous donner la parole, je redis, hein, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, parce que pour l'instant, le démarrage est un peu timide. Donc, n'hésitez pas, parce que l'idée, c'est vraiment de le prendre tout au long des présentations. Ambre, je vous redonne la Ouais, parole. peut-être avant de rentrer dans le détail des écarts de rémunération au niveau des catégories d'encadrement supérieur, puisque c'est aussi le cœur d'action de dirigeants des territoires, resituer globalement, la question des inégalités de rémunération dans le secteur public par rapport au secteur privé. Alors c'est vrai qu'on a très longtemps eu cette, idée reçue selon laquelle les grilles indiciaires protégeaient complètement les administrations publiques, des discriminations salariales et des écarts de rémunération. On va le voir grâce aux chiffres et grâce aux études, on a fini par, déboulonner cette idée reçue. Malgré tout, le secteur privé, est quand même, moins protecteur en termes d'écart de rémunération. On a un écart, qui est de 24,5 là où dans le secteur public, toute, fonction publique, confondue, on est à 14,7. Alors dans la fonction publique territoriale, cet écart, il est de 7,9. Ça représente, un écart net mensuel moyen de 177 €. Les femmes ont en moyenne 177 € en moins, mais on est vraiment sur sur une moyenne qui n'est pas forcément Avec des gros écarts, représentative. j'imagine, hein. Voilà, Mmh. si on regarde par exemple les catégories A, dès le début de la carrière, l'écart, net mensuel en défaveur des femmes, pour les femmes et les hommes de moins de 30 ans, il est de moins 212 € et jusqu'en fin de carrière, pour les femmes et les hommes de plus de 60 ans, on peut aller jusqu'à moins 740 €, d'écart net mensuel au détriment des femmes de catégorie A. Donc on voit vraiment, que, bah, le plafond de verre, certes, les femmes n'accèdent pas aux plus hautes, responsabilités, encore dans les collectivités, mais même quand elles sont sur des postes Mmh. d'encadrement supérieur, il y a cet écart, qui persiste. Par exemple, parce que l'index égalité professionnelle qui, s'applique aujourd'hui dans les 3 versions de la fonction publique, depuis, 1 an aujourd'hui, nous demande de mesurer, la part des femmes et des hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. Ce qu'on constate, c'est que voilà, les femmes sont sous-représentées, dans le top, des 1 des mieux, rémunérés dans les collectivités, voilà, on n'a que 38 de femmes qui sont représentées. Donc on voit comment, ces écarts se cristallisent au plus haut niveau. Et alors, on pourrait se poser la question comment les collectivités peuvent agir. Je crois que vous avez une question, peut-être à poser, Oui, justement oui, pour, oui, merci. 2e question sondage qu'on va vous afficher, justement sur les écarts de rémunération. Parvenez-vous à agir sur les écarts de rémunération? Donc, ouais, c'est très basique, hein, oui ou non. Et Ambre, vous pouvez continuer, on va voir les ouais. résultats rapidement. Je vous les Bon, donnerai justement pour les commenter. c'est une question intéressante parce Mmh, qu'une fois qu'on a les chiffres et qu'on prend conscience de l'existence de ces écarts, on peut se demander quelle est la marge de manœuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités qui vont dire: «Bah, voilà, j'ai pas, prise sur,
modifier le statut. C'est vrai que la filière administrative est moins rémunératrice que la filière technique où les hommes sont davantage représentés. Donc effectivement, il y a un effet filière sur lesquels les collectivités n'ont pas forcément une grande marge de manœuvre. Malgré tout, à travers le RIFSEP, la réforme du régime indemnitaire, on peut se demander si la mise en œuvre de ce RIFSEP va permettre justement de retrouver une équité entre les filières, entre des métiers qui sont pour une part occupés par les hommes ou occupés par les femmes. Ça nous renvoie à ce principe de la loi Roudy de 1983 qui est en fait, on doit pouvoir retrouver un salaire égal pour des travaux de valeur comparable. Les femmes et les hommes ne sont pas sur les mêmes métiers. Pour autant, ça ne veut pas dire que on ne doit pas pouvoir comparer ces métiers et leur retrouver une équité salariale. Donc ça peut être intéressant, voilà, de mesurer si la mise en œuvre, la réforme du RIFSEP dans votre collectivité, elle a permis, d'une certaine manière de résorber ces écarts, et cet effet filière, notamment sur les métiers très féminisés. C'est vrai qu'on a vu quelques collectivités qui, du coup, sont rentrées vraiment très précisément sur les critères pour délivrer ce RIFSEP, pour, justement, que ça puisse toucher davantage de métiers, occupés majoritairement par des femmes dans les conseils départementaux notamment. Ensuite, les écarts de rémunération, ils sont aussi le reflet, voilà, de l'accès moindre aux postes, à responsabilité. Il y a la question aussi des heures supplémentaires, rémunérées, notamment voilà, pour les catégories B. On sait que dans les métiers, techniques, bon, déjà, on a peu de femmes, mais parfois, quand on a des femmes dans certaines équipes, heu, voilà, la répartition, l'accès aux missions sur des heures supplémentaires rémunérées peut ne pas forcément être équitable et toujours réparti entre hommes, en se disant par exemple que les femmes, de toute façon, ne vont pas pouvoir s'organiser pour répondre à des missions hors temps de travail, habituel. Donc il y a cette question aussi à se poser, quelle est la politique de répartition des heures supplémentaires rémunérées? Et puis évidemment, il y a l'effet interruption de carrière pour des raisons, personnelles, familiales qui, aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est le choix de chaque famille, voilà, de décider que c'est la femme qui va, prendre le congé parental, plutôt que l'homme. Donc ce n'est pas qu'un choix, individuel, c'est aussi, des tendances sociétales, qui assignent encore les femmes aux tâches, domestiques et familiales, et donc qui, voilà, plus spontanément vont pousser les femmes à interrompre leur carrière pour s'occuper, de leurs enfants et voilà, on sait que ça va avoir aussi des effets, au retour, dans le temps professionnel sur, voilà, est-ce qu'elles vont peut-être manquer des opportunités professionnelles, elles vont peut-être s'auto-censurer pour, accéder, après, retour du congé parental à des postes à responsabilité. Tout ça, ça va évidemment, jouer, sur le déroulement de carrière et donc aussi sur la rémunération. Et il ne faut pas oublier effectivement que ces, écarts de rémunération jouent encore plus sur le calcul de la retraite. Par exemple, quand les femmes demandent, un temps partiel, de droit, ça peut être intéressant quand même de simuler, l'impact que va avoir ce temps partiel, sur la retraite, potentielle de l'agente qui demande ce temps partiel pour qu'elle puisse le demander, en connaissance de cause, qu'elle ait bien conscience aussi des effets que ça va avoir pour la suite, pour la suite. Mmh. Est-ce Je vais peut-être vous donner les résultats de notre sondage. On pouvait craindre effectivement que le résultat soit pas majoritaire, mais je ne pense pas qu'il serait si bas quand même. Donc je vous rappelle la question, parvenez-vous à agir sur les écarts de rémunération? Oui, 28%, non, 72%. Peut-être une réaction? Est-ce que ça vous surprend ou pas? Non. Non, 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 non. Mmh, Non, il y a déjà un gros travail à faire de diagnostic au sein des collectivités, de savoir, déjà où on en est, quelle va être la finesse de l'indicateur pour mesurer ces écarts. Est-ce qu'on va regarder le RIFSEP? Jusqu'où on va regarder par, typologie de métier? Comment est-ce qu'on liste tout à équivalent temps plein? Est-ce qu'on regarde aussi, on compare,
justement parce que les femmes et les hommes sont aussi sur des temps de travail différents. Donc ce travail déjà de diagnostic, il est important et il demande du temps. Donc c'est vrai que la deuxième étape qui va être de, voilà, ensuite mesurer, quelles sont les causes internes à la collectivité, qu'est-ce qui relève de ce qui est hérité finalement et ce sur quoi on a peut-être moins de Mmh. prise, en tant Mmh. qu'employeur et demande aussi beaucoup de temps. Peut-être juste pour compléter, Oui, Stéphanie. sur les écarts de rémunération, à la ville, et à la métropole de Montpellier, quand on a mis en place le RIFSEP, c'était, vraiment une des, consignes affichées de réduire les écarts, notamment femmes-hommes. Mmh. Ça a été une mesure un peu dure à porter parce que la filière technique avait l'impression que c'était une mesure contre elle, Bien notamment sûr. les ingénieurs. Donc, Mmh. c'était vraiment quelque chose qui a été compliqué. Néanmoins, on a mesuré les effets de réduction d'écart de régime indemnitaire et ils ont été extrêmement significatifs. Je ne vais pas vous donner tous les cadres d'emploi, mais sur la catégorie A, on a réduit à la ville de 10 points les écarts moyens de régime indemnitaire et à la métropole de 5 points. Donc juste vous dire, voilà, mais ça a été très volontariste, difficile à porter parce que vraiment, notamment les ingénieurs se disaient, bah, vous mettez en place le RIFSEP, mais c'est contre nous parce que nous, on n'aura rien. Donc voilà, ce sont des mesures, on a quelques leviers, mais qui sont difficiles à mettre en place. Et Bien une autre sûr. expérience, la question de la cotation des postes, on définit des Mmh. postes et donc qui sont comparables entre eux en suivant. Et dans une expérience passée, moi, j'avais fait ce travail-là sur des postes qui étaient cotés de manière équivalente. J'ai regardé la rémunération nette de mes collègues et en fait, j'avais des écarts très importants qui étaient majoritairement liés aux filières. J'avais beaucoup de gens de la filière animation qui étaient clairement sous-payés une fois qu'ils avaient accédé à des fonctions d'encadrant. Et donc, de moi-même, j'ai pris le parti de regarder ça et de proposer des revalorisations. Et donc, c'est aussi enfin, une des propositions que l'on peut faire à l'occasion des crêpes notamment, que peut-être la discussion sur le régime indemnitaire soit systématisée et chaque collectivité a des normes contraintes. Donc, je ne dis pas qu'il faut revaloriser tout le monde, on ne le peut pas, mais ça permet derrière de définir des priorisations objectives à l'échelle de toute la collectivité et pas à l'individu près qui, là, peut favoriser les hommes qui vont être peut-être plus prompts à négocier. C'est sûr, c'est que l'outil du RIFSEP potentiellement est important et j'imagine, parce que c'est évident que vous confrontez l'exemple de la filière technique que vous citiez, donc un certain nombre de résistances, l'importance du portage, j'imagine derrière. Exactement. Sans portage, le risque d'avoir des avancées très, très faibles, voire inexistantes, disons. Et puis, Dans les questions, je reviens juste un petit peu en arrière, parce qu'apparemment quelqu'un était quand même frappé des chiffres que vous donniez, Ambre. Comment expliquer un tel écart de salaire entre hommes et femmes en tout début de carrière? Bah, déjà, sur la catégorie A, c'est une catégorie, assez, diverse. Donc on peut avoir des voilà, aussi bien des chefs de projet chargés de mission que, des encadrants. Donc après, il faut regarder, dans la finesse, mais, on sait effectivement qu'en début de carrière, on peut aussi avoir, ce qu'on appelle un phénomène de plancher collant où les jeunes femmes vont rester plus longtemps sur le même type de poste, là où les hommes vont décoller assez rapidement, pas rester longtemps sur, le même poste. Voilà, c'est une question, peut-être d'opportunités qui leur sont plus facilement, présentées. Il y a voilà, il y a beaucoup de phénomènes aussi d'intériorisation, des normes, de genre, de devoir faire ses preuves en tant que femme, donc pas forcément de prise de risque. Il y a cet élément qui est souvent cité, que les femmes, se projettent sur un poste, quand, elles correspondent quasiment à 100 de ce qui est demandé dans une fiche de poste, là où les hommes, voilà, vont 50%, ça plus suffira. oui, j'ai pas les chiffres exacts parce qu'on va dire que c'est aussi Mmh, des études, qualitatives, mais je pense que ça parlera à pas mal de personnes. Donc mmh, voilà, il faut travailler aussi sur ces freins mmh, intériorisés, mmh. et d'où les séances de coaching et qui peuvent être pensées dès le début de la carrière. Mmh. Une autre question qui est plus à la limite un constat, ça revient un peu sur ce que vous disiez, Stéphanie, sur les grandes collectivités, quand on parlait quand même de l'écart, notamment sur les DGS. Et le constat est qu'effectivement, intégrer ces postes, en général, ça suppose de la mobilité géographique. Et la remarque est, cette mobilité n'est-elle pas plus difficile pour les femmes que pour les hommes?
Bah, de toute façon, ce qu'on constate aussi sur les questions de conditions de travail au global, c'est qu'en effet, avec les injonctions sociales, parentales, familiales, au sens aidants familiaux, aujourd'hui, ça pèse beaucoup sur les femmes. Donc, de facto, oui, la mobilité géographique peut être quelque chose de plus difficile dès lors qu'on a toutes ces contraintes qui pèsent sur la femme, en l'occurrence. Et ce qu'on avait pu aussi essayer d'observer, c'était, cette question, elle se pose aussi pour les concours exam pro. C'est-à-dire, je veux être administrateur, alors ou un G-chef, alors il faut que je parte à l'INET, mais je suis déjà chargée de famille et ça peut être un frein, notamment pour certaines femmes. Et ce qu'on a regardé, c'est que en effet, mais c'était pas linéaire, donc il faut l'observer dans une durée un peu plus longue. Il y avait plus de femmes sur certaines promotions de l'exam pro, d'administrateur que si on regardait les concours pour les mêmes raisons que vous venez, de citer, à l'instant. Mmh. Oui, parce que juste un peu en boutade, la chute du commentaire, c'est que quand c'est un homme, le commentaire, c'est «l'intendance suivra». Oui, c'est Et ça. donc oui, effectivement, c'est et encore une autre, forme d'inégalité. Bon, il y a une autre question sur la cabinet de recrutement, puis je vous la poserai après. Je suis désolé, hein, moi, je vous ai interrompu en plein élan. Mais effectivement, je trouvais ça bien de les prendre tout de suite. On va peut-être, continuer. Alors, je crois que c'est Stéphanie, hein, qui prend le relais sur les inégalités dans les parcours et déroulement de carrière. Peut-être que Ambre avait encore quelques ajouts à faire, sinon oui. Oui. Alors oui, alors je voulais juste rappeler aussi que le RIFSEP, c'est effectivement, ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi, parfois, un piège puisque sur certains métiers, en tension, notamment les métiers, je pense, à la voirie, bâtiment, informatique, qui sont des métiers très masculinisés. On va souvent utiliser le RIFSEP pour, voilà, permettre d'attirer des candidats et on voit que là, on va recreuser les écarts entre les cadres, femmes et les cadres hommes. Donc toujours avoir en tête, voilà, que rien n'est rien n'est donné, qu'il faut continuer d'avoir des indicateurs de suivi, sur les écarts de rémunération au long cours. Oui, c'est-à-dire que même si c'est pas délibéré, finalement, il peut creuser les écarts. Ouais, Mmh. Oui, puis c'est plutôt le cas dérogatoire exceptionnel, c'est-à-dire ouais. que quand on adopte un RIFSEP, il y a le plancher et le plafond. Et Mmh. puis, comme vient de le dire Ambre, sur des métiers très en tension, on est tenté de faire du dérogatoire parce qu'il faut absolument faire venir Mmh. la compétence. Et en effet, aujourd'hui, sur ces métiers-là, on est beaucoup sur le numérique, sur des filières techniques qui voilà, restent beaucoup plus masculines. Mmh. Peut-être effectivement, on voulait, élargir un peu le propos aux questions de conditions de travail, mais aussi de santé, puisque, il y a eu quand même beaucoup de presse et de publications sur la question des ASA, pour, voilà, l'endométriose ou, les congés menstruels. Donc rappeler qu'il y a eu une circulaire qui est parue au mois de mai de la DGCL qui dorénavant interdit les ASA pour congés menstruels. Donc, voilà, les collectivités qui ont délibéré, là encore, c'est le cas de Montpellier, on a dû prendre une délibération au dernier conseil pour retirer, cet ASA, n'ont plus le droit de le faire. Mais ce qu'on voulait aussi redire par rapport à tout ça, c'est qu'on paye aussi une autre difficulté qui est qu'aujourd'hui, il y a eu peu de recherches sur la question de la santé et des maladies féminines, on le sait, hein. Les airbags ont été conçus par rapport, à la morphologie des hommes, les antibiotiques en termes de posologie, c'est pareil et cetera. Et donc aujourd'hui, il y a eu peu de recherches finalement sur, toutes les questions, notamment hormonales qui impactent les femmes. Et donc on ne sait pas bien dire, si réellement il faut en tenir compte ou pas. Donc ça n'aide pas aujourd'hui les pouvoirs publics à se saisir de cette question et donc à mettre en place ce type de mesures. On a aussi pu constater que, dès lors que vous entrez dans un protocole pour infertilité, dès lors que vous arrivez à un moment où vous êtes en ménopause, nécessairement le quotidien des femmes est impacté, ses conditions de travail également. Et aujourd'hui on n'en tient pas compte. Donc nous, ce qu'on peut proposer par rapport à ça, c'est effectivement, quand c'est possible, un peu de flexibilité. C'est pas possible sur tous les postes, c'est pas possible sur tous les emplois, on en a conscience, mais des horaires flexibles, des choses qui peuvent permettre, voilà, aux femmes de faire face à ces situations de vie. Et aujourd'hui, bah, voilà, l'ASA ayant été, interdit, ben, si vous avez vraiment des problématiques de santé, c'est quand même, un arrêt maladie avec un jour de carence. Donc voilà, il y a quand même à nouveau une injustice qui se fait.
Et ce qu'on peut constater, c'est ce que disait Ambre tout à l'heure, c'est aussi qu'aujourd'hui, dans les derniers chiffres qui avaient été, publiés ou en tout cas qui sont à notre disposition, ce sont des données de 2022, on constate qu'en moyenne, les femmes sont absentes 20 jours par an, là où les hommes sont absents à peine 11 jours pour raison de Mmh. santé. Et ce qu'on a pu regarder, c'est que là aussi, dans les motifs mis en avant, c'est aussi lié à des conditions de travail pénibles, pas que, mais c'est aussi en partie ça. C'est lié à des risques psychosociaux, à une charge mentale accrue, et cetera. Et ce qu'on a pu regarder là encore, c'est que sur les conditions de travail pénibles, en réalité, les métiers à forte pénibilité, on a d'abord travaillé les métiers techniques, les métiers de travaux, les métiers où il y avait une vraie exposition qui touchait les hommes. Et la question de la pénibilité des métiers des femmes est arrivée très tardivement. Donc là aussi, on a un retard assez important sur ces questions-là, alors même qu'aujourd'hui, on observe une surreprésentation des femmes dans les filières à forte pénibilité, qui sont sociales ou médico-sociales notamment. Donc c'est vraiment aussi ça qu'il faut avoir en tête quand on construit une politique RH, c'est, toutes ces données-là pour voir comment finalement on peut aider à concilier, ces difficultés-là. Et le dernier point, c'est aussi, les temps de travail. On parlait tout à l'heure des temps de travail partiels qui peuvent être choisis ou en tout cas imposés, plutôt à la femme en retour de congé maternité, mais on observe aussi que les temps incomplets, touchent des métiers qui aujourd'hui sont beaucoup féminisés. Et là encore, je sais la difficulté que c'est pour bien connaître ces services-là. Je ne dis pas qu'on peut toujours résoudre cette situation, mais j'invite quand même à ce qu'on y réfléchisse en se disant: «Est-ce qu'on peut pas sur certains métiers coupler avec des compléments de temps sur autre chose pour que ce ne soit pas, voilà, que les femmes qui subissent, ces temps de travail Mmh. incomplets également?» Juste Et pour revenir on peut-être excusez-moi sur le congé menstruel, c'est vrai que, depuis le début d'année, on voit quand même il y a eu pas mal de collectivités, hein, qui ont pris des arrêtés, en se doutant, que ça allait être cassé, par le TA. Mais, est-ce que vous pensez que, on en a quand même pas mal parlé, vous avez aussi un rôle de plaidoyer, hein, pour dirigeantes des territoires. Est-ce que vous pensez que sur ce genre de sujet, ça peut évoluer? Ça doit Alors évoluer, ça c'est évident, mais est-ce que vous êtes quand en même, optimiste ou? Alors peut-être, je vais répondre, mais je te laisse Ambre compléter. Moi, c'est pour ça que je liais ça aux questions de recherche sur la santé des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si demain on a des recherches scientifiques médicales qui prouvent tous les effets, que subissent les femmes et dans quelle mesure ça peut impacter leur travail, alors je me dis là, en objectif, c'est tout le travail de l'observatoire. Nous, si on donne tous ces chiffres, c'est pour objectiver et de dire que ce n'est pas qu'un Mmh, point de vue, c'est pas une vue de l'esprit, ce sont bien des sûr. données, voilà. Et donc j'inviterais plutôt à se dire ça. Oui, si la recherche évolue et fait une corrélation entre l'état de santé et l'impact pour le travail. Alors j'espère que oui, ça pourra évoluer de manière, étayée. Parce que l'observatoire, son but, c'est aussi de vis-à-vis des pouvoirs publics, du gouvernement, effectivement, de leur donner effectivement, ces données objectives, comme vous disiez à l'instant, pour faire évoluer les choses. Exactement, et à chaque fois Bon, qu'on a, l'opportunité d'intervenir comme aujourd'hui, on présente ces chiffres mmh, qui sont, voilà, plus révélateurs qu'une intuition ou un bien ressenti sûr. que l'on pourrait avoir. Mmh. Ambre, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Heu, oui, peut-être quand même se dire que, peut-être qu'on on prend le problème sous le mauvais angle parce que si Mmh, c'est une question de santé publique, la réponse doit être aussi médicale et peut-être se poser la question si les femmes ont vraiment accès à un suivi médical, ou même si la médecine professionnelle fait bien son travail ou est suffisamment, oriente suffisamment les femmes pour qu'elles puissent bénéficier, aussi, voilà de cet accompagnement de santé et que c'est peut-être pas la solution de l'ASA n'est peut-être pas la solution, à long terme sur ces bien sûr. problématiques-là. Mmh, Unique en tout cas. Mmh. 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 Conciliation, vie, professionnelle, personnelle? Peut-être rentrer un peu dans Oui, je voulais dire tout mmh. à l'heure sur la Ah oui, question des temps, non complets ou temps partiels plutôt que, la semaine modulée pouvait être une opportunité en tout cas pour, inciter les femmes peut-être qui, auraient spontanément, ce réflexe du temps partiel de droit après l'arrivée d'un enfant, de se poser la question justement si la semaine modulée peut, pas permettre, de revoir, voilà leur organisation du temps de travail sans les amputer, sans les amputer, de leur salaire. d'accord.
Peut-être aussi, voilà, Mmh. sur un point, qui touche aux questions de conciliation, ce que l'on observe aussi, c'est que, une très grande majorité, plus de 80, alors après ça dépend des territoires et cetera, mais des familles monoparentales, sont avec un chef de famille et qui est la maman. Donc on constate au niveau professionnel que, ce sont elles qui à nouveau vont être impactées, par ces situations de vie. L'employeur là, n'a pas toutes les réponses, mais sur le champ communal ou intercommunal selon qui a la compétence, ce qui est quand même possible aussi, c'est de se dire comment on peut favoriser, l'accès à des modes de garde, quels sont les leviers en fait que l'employeur peut actionner pour faciliter, ces situations de vie. Donc on le disait tout à l'heure, c'est le télétravail, c'est la flexibilité des horaires, c'est le droit à la déconnexion. Enfin voilà, c'est de travailler encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, mais de regarder tout le spectre de ce qui peut être proposé. Et par exemple, nous, sur, les critères d'admission en crèche, on a introduit un critère sur, justement, la question des employés municipaux, des métiers en tension et cetera. Donc c'est un petit levier pour permettre là encore, à des, employés municipaux d'avoir des points parce qu'ils le sont, d'avoir d'autres points parce que, ils sont, en situation de monoparentalité et cetera. Donc voilà, faut vraiment avoir une approche peut-être assez, large, et souvent moi j'entends dire, alors c'est un peu moins le cas, mais oui, mais nous, on est l'employeur, on se borne à regarder la question de l'emploi, mais il faut regarder aussi la question de l'employabilité, de comment la personne peut continuer à exercer, ses fonctions et donc voilà, de regarder un ensemble de solutions qui peuvent être proposées, par ailleurs. Là, l'exemple que vous donniez, c'était évidemment sur Montpellier, hein, j'imagine? Oui, tout à Mmh. fait. D'accord. Il y a aussi plusieurs services entretien qui ont pu revoir parfois les amplitudes horaires, des missions de leurs agents et plutôt que voilà, les agents travaillent sur des temps, hors bureau, que les agents d'entretien puissent intervenir, sur la pause méridienne, enfin que les horaires soient, plus, moins contraignantes, quitte à ce que les agents aussi soient visibles aussi par leurs collègues, que la question de l'entretien ne soit pas aussi un travail invisible. C'est aussi, une donnée importante puisque c'est un travail qui est aussi majoritairement, féminin. Dans le déroulé des données, vous pensiez à d'autres choses, Stéphanie? Ambre? Alors non, on Mmh. peut peut-être, Mmh. passer à la partie, sur, les leviers, d'action et rappel aussi du cadre légal d'intervention des collectivités, parce qu'il est Oui, un très peu bien complexe. et comme je disais tout à l'heure, au tout début, c'est de se dire effectivement tout ce que vous proposez, effectivement, au final, ça peut servir concrètement aux collectivités, aux services RH. Oui. Donc, Alors je ne sais pas si vous pouvez passer à la slide, suivante, la slide d'après. Ah oui, du coup, on vous enverra peut-être a posteriori, le déroulé avec, les slides, parce qu'on avait prévu aussi un petit tableau récapitulatif des différentes lois. Peut-être vous rappeler, en tout cas qu'aujourd'hui les collectivités, elles doivent répondre à plusieurs obligations et bon, l'idée c'est de se dire que ces obligations sont aussi, des opportunités. Vous avez l'obligation du rapport social unique, rapport annuel qui permet du coup de vous doter d'indicateurs, genrés pour, mesurer, la persistance de ces écarts de rémunération. Alors ce rapport, il est, uniquement, présenté en CST, en comité social territorial, mais ces données peuvent aussi venir nourrir, ce qu'on appelle le rapport de situation comparée en matière d'égalité femmes-hommes. Ce rapport qui, pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, doit obligatoirement être présenté en assemblée délibérante, avant le vote du budget. Donc ça, c'est la loi la loi pour l'égalité réelle de 2014 qui l'a imposé. C'est la première fois finalement que l'égalité femmes-hommes devenait un sujet de débat en assemblée politique. Donc ça a été l'occasion aussi pour, des élus, plusieurs, collectivités ont créé des délégations à l'égalité femmes-hommes, et que cette question vienne, infuser l'ensemble des politiques publiques, qu'on puisse faire un état de, ce qui est, fait, par exemple, sur les politiques d'espace public, la politique de la petite enfance, politique éducative,
politique bâtimentaire. Enfin voilà, l'enjeu de l'égalité vient innerver toutes ces politiques et donc à cette occasion, on peut venir aussi présenter ce qui est fait sur les politiques RH et présenter aussi les actions à venir. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle le plan d'action égalité professionnelle qui lui vient de la loi de transformation de la fonction publique, avec cette nouveauté aussi que si les collectivités de plus de 20 000 habitants ne se dotaient pas de ce plan d'action, elles pouvaient avoir des pénalités financières. En fait, il y a une obligation de moyens qui a été mise en place par la loi parce qu'on constate que sans ces contraintes, on a la peine à se mettre au travail. En tout cas, on a vu pendant ce dernier mandat depuis 2020 que les collectivités se sont vraiment emparées de cette question grâce à cette loi et normalement, vous en êtes à votre deuxième génération de plan d'action puisque c'était un plan d'action triennal. Et, Donc et, ouais, et à votre connaissance, parce que c'est une obligation au-delà de 20 000 habitants, vous ouais. disiez, est-ce que justement vous voyez des communes plus petites, des collectivités plus petites qui s'en emparent aussi ou pas, ou ça reste vraiment malheureusement un peu exceptionnel? Ça reste exceptionnel, mais effectivement, Mm, il peut y avoir une politique, volontariste. Alors, mm, il y en a quelques-unes, en Île-de-France, que j'ai accompagnées sur un précédent poste et mm, souvent voilà, l'impulsion évidemment politique et commence, comme je disais, par nommer un ou une élue déléguée à cette question qui va, du coup impulser ensuite le sujet, dans les services. Et c'est vrai que pour les plus petites collectivités, elles peuvent aussi s'appuyer sur leurs centres de gestion qui sont aujourd'hui, aussi moteurs sur l'égalité femmes-hommes, qui peuvent les mm, accompagner aussi techniquement, sur mm, leur, plan d'action RH. Et mm, puis vous avez, cette nouveauté aussi, de la dernière, loi sur, l'égalité dans les fonctions d'encadrement supérieur que nous aussi en tant qu'association, on a accompagné les parlementaires, à formuler, cette préconisation de mise en œuvre de l'index égalité pro dans la fonction publique qui jusqu'à présent ne concernait que les entreprises. Donc cet index qui est, pour, cette première année, d'expérimentation testée pour, notamment, se doter, d'indicateurs très concrets, d'avoir une note, sur 100 pour, voilà, mesurer qui sont les bons élèves et qui, sont quelles sont les administrations encore à la traîne. Il va être revu cet index parce qu'il y a encore des choses à revoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, en tout cas, Dirigeantes et Territoires, on est, vigilante pour faire en sorte que cet outil ne soit pas un gadget et et serve vraiment, les mm. politiques, locales. C'est obligatoire dans les villes de plus de 40 000 habitants, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et, Et avec au moins 50 agents permanents, il y avait Ouais, ouais. 2 conditions. ouais, ouais. Et là, vraiment une obligation avec aussi des Des pénalités. pénalités, Mm, effectivement. En cas de mm, non-présentation, 25 000 € de pénalité, mm. 45 000 € si, notamment la cible, 75 sur 100 n'est pas atteinte au bout de 3 ans. Après voilà, c'est, enfin l'idée c'est de laisser aussi le temps aux collectivités de se mettre en ordre de marche et de Mmh. mettre en place des actions pour, des actions correctrices. Et ça, bon, on est encore au début, mais justement, les premiers pas vous paraissent plutôt prometteurs ou pas? Alors, on a quand même constaté que des collectivités très engagées et très volontaristes n'avaient pas forcément la note auquel elles s'attendaient. Enfin et que, voilà, il y a des problèmes de calcul dans cet index qui, notamment sur, l'indicateur qui concerne le déroulement de carrière et le nombre de Mmh, femmes et d'hommes qui sont nommés sur la promotion interne, sur les campagnes de promotion interne, qui peut être pénalisant puisque d'une année sur l'autre, on n'a pas le même type d'effectif, le même type de cadres d'emploi qui sont concernés. Donc, quand on a une année où on a majoritairement des cadres d'emploi de la filière technique, bah, de fait, voilà, on peut être pénalisé. Alors que, enfin, je pense que sur cet outil, il va vraiment falloir regarder au moins sur une décennie pour pouvoir vraiment avoir que que ces notes soient vraiment représentatives. Donc, c'est pour ça qu'il faut plusieurs types d'outils aussi pour pouvoir mesurer mmh. les évolutions des collectivités. Mais justement, en l'ajustant, a priori, plutôt un outil utile. Oui, en tout Mmh, cas, ça ouais, permet de voir, voilà, peut-être de faire prendre conscience aussi aux exécutifs, puisque là, on va toucher aussi à l'image de l'employeur, puisqu'il s'agit aussi de rendre publique cette note, donc ça peut être un moyen aussi pour les exécutifs de s'emparer de ce sujet et d'en faire,
d'en faire un sujet, politique, un sujet d'attractivité aussi, en tant qu'employeur public. Donc voilà, la note, elle Oui. peut avoir cette vertu-là. Bien sûr, ce que je me disais, en cas de pas bon résultat au niveau de l'attractivité de la collectivité, c'est pas Mmh. terrible, hein? Ouais, oui, bah, c'était le Ouais, principe du name and shame, ouais, aussi pour les entreprises. mmh. Dans les choses que vous vouliez présenter, il y avait d'autres choses? Parce que moi, là, Alors, j'ai encore des on a questions, peut-être rapidement parlé du dispositif de nomination équilibrée, mais c'est quand ouais, même le cœur aussi de notre action puisque mmh, ce DNE comme on l'appelle, qui a été mis en place, depuis 2012 par la loi Sauvadet et puis ensuite évolué et vraiment ce qui a permis de féminiser les emplois fonctionnels puisque là, on est vraiment sur une obligation avec une pénalité financière à la clé. Je rappelle que si les collectivités, de plus de 40 000 habitants ne respectent pas ce dispositif de nomination équilibrée, elles peuvent avoir jusqu'à 50 000 € de pénalité, par unité manquante. Donc là, on est vraiment dans le principe de, la parité comme la parité qui s'applique dans les exécutifs, locaux. Là, voilà, si on ne respecte pas cette parité, on est pénalisé. Alors, il peut y avoir des idées reçues avec, l'idée selon laquelle on va mettre des femmes quotas, qu'elles ne sont pas là pour leurs compétences, mais voilà, enfin, le c'est plutôt un levier parce qu'on sait que les compétences, le vivier, il est présent. Les femmes compétentes sont bien présentes pour, accéder à ces emplois d'encadrement supérieur. Il a fallu malheureusement en arriver jusqu'à cette contrainte financière pour faire prendre conscience aux employeurs publics que, voilà, qu'ils pouvaient féminiser leur direction générale. Même si on n'arrive pas à sur le poste de DGS, on n'a pas d'obligation, de parité puisque ce serait trop complexe à mettre, en place. Donc nous, ce qu'on préconise, puisqu'on n'arrive pas, à déconstruire ce plafond de verre au niveau de l'emploi de DGS et en tout cas pour les exécutifs à venir, c'est de se poser la question. Il faut absolument qu'on ait, un nombre de candidats, femmes et hommes, présentés à ce poste, paritaire, une shortlist paritaire pour vraiment, qu'on puisse, choisir en connaissance de cause et qu'on n'ait pas qu'un voilà, un vivier d'hommes qui soit présenté, d'hommes candidats qui soient présentés sur ces postes. je vois là une question qui arrive, mais je la trouve un petit peu trop générale, je vous avouerai. Que pensez-vous de la solution des quotas? Parce qu'effectivement, dans tout ce qu'on a Si, décrit, oui. il y a une part de quotas. Justement, la dernière loi de 2023, hein, sur les primes nominations, il y a une part de quotas. Et en plus, que pensez-vous? Je pense que vous en pensez plutôt du bien. Donc ça, bon, je vous la Oui. pose quand même, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un peu trop, trop Mais générique, où il c'est faudrait souvent une trouver question qu'on un... nous pose, hein, elle est Ouais, elle est très récurrente cette question-là, je ouais, laisserai encore compléter, mais au niveau de l'association, bien évidemment, on y est favorable, et on a force est de constater que ça a été absolument nécessaire. On voit les effets de la loi Sauvadet. Nous, on a regardé des données jusqu'à 10 ans en arrière, donc on a pu mesurer, la première instauration de quotas à la loi Sauvadet, et sans ce levier-là, il est fort à parier que la situation n'évoluerait pas. Donc de facto, c'est comme toute discrimination positive, on aimerait bien faire sans, mais visiblement, on n'y arriverait pas si elle bien n'était sûr. pas là. Donc voilà, donc oui, forcément, Comme en sur tant la parité qu'association, on soutient. au niveau des élus, Oui. effectivement, Exactement. même si la solution n'est pas encore parfaite, mais sans ça, on en serait aux chiffres d'avant. Et je pense, Mmh. très différent, mais la loi de 2005 en matière de handicap, et Exactement. effectivement, on se rend bien compte que c'est souvent le seul moyen pour que les choses avancent vraiment. Alors, j'ai une autre question très différente, mais que je trouve intéressante, surtout une période où on s'approche d'élections, de, de nouvelles directions générales. Euh, donc, euh, donc, je la trouve d'autant plus pertinente dans ce contexte. Les cabinets de recrutement jouent-ils le jeu, assez le jeu, justement, hostile, valoriser égalitairement les candidatures féminines? Alors, nous, on a essayé de tisser des partenariats avec, des cabinets de recrutement Mm, qui soutiennent notre association. On les sensibilise peut-être même pas encore assez, hein, aux questions de mm, rédaction des offres et de vivier, puisque ce que l'on constate, notamment si on parle des postes de DGS, le travail d'un cabinet de recrutement, c'est rassurer le recruteur. Donc ils vont chercher des personnes déjà expérimentées à des fonctions de DGS et comme on l'a dit tout à l'heure, 24 de femmes, bah, c'est QFD, le reste ce sont des hommes. Donc manifestement, les cabinets de recrutement vont plutôt chercher
des personnes qui manifestement ont déjà les compétences plutôt que des potentiels qui ne sont pas encore DGS. Donc Mmh. nous, c'est un combat vraiment important que l'on essaie de mener sur le fait que ils doivent absolument s'engager à proposer, des viviers de candidatures paritaires. Alors, on n'est peut-être pas sur une totale mixité, mais au moins qu'ils essaient vraiment d'aller faire ce travail-là, d'aller chercher, repérer des profils féminins. Donc voilà, à notre sens, c'est quelque chose que l'on pourrait, améliorer encore et de même sur les jurys, hem, voilà, on peut-être pas pour le poste de DGS, mais nous, ce qu'on invite en général, c'est d'essayer de Les composer jurys des jurys, paritaires. qui voilà. Parce Mmh. qu'on souvent on nous dit: «Bah, je peux pas, moi je suis dans un milieu que de femmes ou dans un milieu que d'hommes». Oui, mais de plus en Mmh. plus, quand on recrute, on cherche aussi des savoir-être et on peut faire appel à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le métier qu'on recrute, qui n'est pas, du même genre que nous et ça permet de composer des jurys, de manière paritaire. Donc Mmh. voilà, dans les cabinets de recrutement, à notre avis, peuvent encore améliorer, Il y a encore voilà, du ce boulot. travail-là, oui. Dernière question, parce que là, on approche vraiment de la fin, mais justement, c'est en lien un peu avec les municipales. Hein, tout à l'heure, vous avez cité, Stéphanie, dans vos missions, ce que vous fixez le fait de sensibiliser, peut-être de travailler plus avec les associations d'élus. Et justement, la question était justement comment ce travail se fait. Et est-ce que justement, vous avez prévu ou vous souhaiteriez un travail spécifique dans la foulée des élections municipales? Oui, alors je ne sais pas si je fais du name and shame ou pas, mais on a effectivement, fait ce travail au niveau de l'association de créer ou d'essayer de créer des liens et des partenariats avec les associations d'élus, les associations professionnelles. On a eu, et on a encore des associations professionnelles avec qui on entretient de très bonnes relations. On a encore fait un travail partenarial avec Région de France récemment. Donc voilà, ce sont des associations à qui on passe ces messages, qui s'en saisissent à la mesure de ce qu'elles peuvent, mais ou sur lesquelles on sent une proactivité et on a d'autres associations où malgré, toutes les voies de passage que l'on a pu utiliser, on n'arrive pas à entrer en contact avec elles et à porter ce discours auprès d'elles. Donc voilà, le travail est encore assez, important à conduire de ce côté-là. Nous, on essaie en tant qu'association et on se dit que c'est aussi le travail au sein des collectivités que de sensibiliser les élus qui eux-mêmes font partie d'associations d'élus. Donc voilà, encore une fois, plus on est nombreux et nombreuses à porter ça, plus ça portera. Mais au niveau de l'association, on a parfois des portes d'entrée et parfois on n'a pas réussi à en créer. Mmh. Oui, parce que là, on est à un moment assez crucial, disons. Et en plus, Mmh. on sait qu'a priori, ce qu'on appelle, dans le microcosme un peu le mercato devrait être important, donc d'autant plus important de sensibiliser. Et on Tout à fait. n'aimerait pas qu'il y ait un retour en arrière, Oui. voilà, parce Mmh. qu'on voudrait déjà que, ne serait-ce que les chiffres soient maintenus, qu'il y ait une amélioration, mais il y a aussi un risque dans des temps de crise, on Mmh. peut retrouver aussi ce symptôme de, se dire, «Bon, bah, voilà, je vais plutôt confier, mon administration à un homme», voilà, des représentations très, schématiques et ancrées, qui peuvent ressurgir, voilà, auprès des nouveaux Et élus. Et juste pour étayer ce que dit Ambre, on l'a vu au niveau des cabinets ministériels, c'est-à-dire que eux, l'obligation, de parité et tous les quotas s'appliquent à partir de janvier 26 et pour autant, on a vu qu'au gré des remaniements assez récents, il y a eu un repli, de Bien la sûr. place des femmes dans les cabinets, Mmh. ministériels et le cabinet du président est pas du tout exemplaire non plus, sur ce point-là. Donc ça, c'est voilà, quand Ambre le dit, c'est parce qu'on l'a constaté, il y a des retours en arrière malheureusement, Mmh. possibles. Alors, on arrive malheureusement à la fin, il va falloir qu'on s'arrête là. Alors, comme d'habitude, on va vous envoyer dans les 24 heures un lien avec le replay de cette webconférence. On va en reparler vite, peut-être avec Ambre et Stéphanie, peut-être de joindre un document, parce que ça pourrait être le bon moment pour vous l'envoyer avec le lien du replay. Donc, en tout cas, merci à Dirigeants des Territoires, merci à vous deux. C'est vrai qu'une Merci à heure, vous. ça passe Merci. vite, mais bon, je pense qu'on a fait quand même, on a fait passer un certain nombre de messages. Je tiens à remercier aussi en régie Cynthia Nguyen, surtout qu'on avait des petits problèmes au début, mais je pense que tout s'est bien déroulé. Donc, en tout cas, un grand merci à elle. Et, euh, et juste parce que dans nos webconférences d'actualité, vous dire que le prochain rendez-vous est le mardi 1er juillet. Et là, on revient vraiment dans la préparation des municipales et nous serons sur la communication préélectorale. Donc, vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. Merci beaucoup encore à vous deux et à Merci tous. beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Bonne Au revoir. journée.